base de leur formation. Depuis le XIIIe siècle, c'est saint Thomas d'Aquin. C'est la lecture de saint Thomas d'Aquin et c'est la réflexion sur les sommes de saint Thomas d'Aquin. Et qu'est-ce que dit saint Thomas d'Aquin? Il est à la base de ce que nous appelons en philosophie le réalisme. Alors attention à ce que c'est que le réalisme philosophique. Réalisme, res, la chose en latin. Ce qui veut dire que dans le système réaliste, la chose, la table qui est là, elle appartient à un genre défini. Et ce genre défini, il est clair, net, c'est un ensemble qui est là pour le faire entrer dans ce type. Mais en face du réalisme, et très tôt, est venu ce qu'on appelle le nominalisme au XIVe siècle. Alors qu'est-ce que c'est que le nominalisme? Et c'est là la grosse difficulté de l'Église. Le nominalisme, nomen. Cette table, elle n'est qu'une table, elle n'appartient pas à autre chose. Alors à partir de là, votre table et votre pain pour l'Eucharistie, le pain, il est du pain et il ne peut plus se transformer en corps du Christ dans la théorie nominaliste. C'est là l'énorme difficulté qui est arrivée pour l'Église au XIVe siècle avec Marcille de Padoue et d'autres penseurs qui sont en quelque sorte à l'origine ensuite de ce qui va devenir la réforme protestante, car les protestants vont marcher royalement dans cette ligne, pour beaucoup d'entre eux, pas tous. Mais c'est une des bases qui a constitué, si je puis dire, le protestantisme et notamment qui a alimenté les fameuses hérésies du XVe siècle, avec Jean Hus plus particulièrement. Donc nous voilà ici avec une grosse difficulté. Or, qu'est-ce que représente la théorie corpusculaire de Galilée? Sinon, justement, une position nominaliste. C'est corpuscule qui constitue la matière, mais le pain qui est constitué de corpuscule, il ne peut plus être transformé en corps du Christ. Il ne peut plus, autrement dit, devenir ce qui est à la base de la transsubstantiation. Et c'est là-dessus qu'a porté prioritairement le procès de Galilée, et non pas sur la théorie héliocentrique, comme on l'a dit très souvent, car Galilée a eu en face de lui un accusateur, et un accusateur qui a été extrêmement loin, qui s'appelle Orazio Grassi, qui a été à la base de la constitution de l'acte d'accusation et qui a permis justement au Saint-Office de s'emparer de ce procès, non pas pour l'héliocentrisme, car sur l'héliocentrisme, Galilée avait reçu des avis de ne pas vouloir en faire une vérité, mais de s'abstenir, si on peut dire, dans ce domaine, de faire de la propagande autour de cet aspect. Et le procès a surtout eu lieu autour de cette théorie corpusculaire qui mettait en cause la transsubstantiation. Alors, voyez la fameuse phrase « et pour les 6 mois », et pourtant elle tourne. Mais bien sûr qu'elle tourne. Bien sûr, ce n'était pas cela qui était en cause pour Galilée. Ce n'était pas cela que mettait en cause plus particulièrement celui qui l'accusait, le père Maculazo. Mais ce qui était en cause, c'était surtout le fait de remettre sur le tapis le problème de la transsubstantiation
tel qu'il était venu à travers justement le nominalisme du XIVe siècle. Et c'est cela qui est la base même de tout ce qui a constitué la difficulté pour Galilée d'affronter le procès. Alors, on dit il s'est en quelque sorte repris et bon, c'est vrai qu'il s'est tu après le procès. On n'a plus rien. Il meurt en 1642 et de 1633 à 1642, il n'y a pratiquement plus de découvertes de la part de Galilée, il n'y a plus d'écrits de la part de Galilée. Il a accepté de ne plus publier autour de ses thèses sur la science et sur ce qui tournait autour de la science. Mais il a dû tout de même accepter de renoncer à la théorie corpusculaire. C'est cela qui a été en cause, et c'est cela qu'il a accepté de ne plus mettre en avant. Voilà très exactement, je crois, ce qui doit être bien retenu de ce procès. Galilée était, on peut dire, à la marge même de l'hérésie, et en étant à la marge de l'hérésie, il était parfaitement compréhensible que l'Église, à travers le Saint-Office, à travers l'Inquisition, que l'Église en vienne à le condamner, mais non pas pour l'héliocentrisme. D'ailleurs, beaucoup de jésuites acceptent cette vérité héliocentrique, car il ne faut pas oublier que les dominicains représentent un ordre ancien. Il y a un ordre nouveau qui a été véritablement l'ordre de combat pour le Concile de Trente. Et cet ordre nouveau, c'est l'ordre des Jésuites. L'ordre des Jésuites, où la discipline est particulièrement dure. N'oubliez pas, hein, le jésuite, il est en face de ceux qui sont ses supérieurs, perinde ac cadaver, comme un cadavre devant son abbé ou son supérieur. Hein. Et il est comme un cadavre devant surtout le pape. Et les jésuites sont un ordre savant. Et ces jésuites, ordre savant, vont très rapidement d'ailleurs, d'abord inspirer l'art, et puis ensuite, ils vont particulièrement semer à travers l'Europe toute une série de collèges. N'oubliez pas que tous nos grands écrivains du XVIIe siècle sont des élèves des jésuites, hein, qu'ils s'appellent Corneille, Racine ou autres. Hein. Ce sont des élèves des jésuites, tous ces gens-là. Et ce sont des gens qui, donc, ont reçu toute une éducation, et les jésuites sont à la pointe de ce qui est nouveauté dans le domaine scientifique, même si ils ont eu à se heurter à un janséniste comme Pascal, qui était très ouvert sur le fait que le monde était vraiment infini, et que pour lui, il avait une crainte terrible de cet infini qui était le monde qu'il apercevait à travers justement ce qu'il avait découvert de Galilée. Pascal est un disciple de Galilée. Voilà donc ce procès fameux, ce procès qui véritablement a tout de même été un moment important dans le monde. Un moment important dans le monde parce que c'est une image nouvelle qu'apportait sans aucun doute Galilée dans le domaine scientifique, mais une image nouvelle qui heurtait, si on peut dire, ce qui était tout de même la foi catholique, car, qu'on le veuille ou non, cette théorie corpusculaire, qui sera tout simplement la théorie atomique du XIXe siècle, et que l'on verra perfectionner à travers les quanta et autres atomes divers que sont dans ce moment, neutrons et compagnie, protons, neutrons et autres, c'est la suite de Galilée, tout ça. Ça vient dans la ligne même de Galilée. C'est un événement tout de même historique, ce procès. Un événement historique parce qu'il se place véritablement dans un moment particulier de l'histoire des idées du XVIIe siècle. De l'histoire des idées qui,
en somme, a été largement prolongé d'abord en France par Descartes, en Pays-Bas par Spinoza, et puis plus tard par Newton. Newton naît, si je me rappelle bien, la même année que meurt Galilée. Donc nous ne sommes pas tellement éloignés, vous voyez, des uns des autres. Et c'est un moment particulier que l'Église a du mal à assimiler. C'est à travers Descartes, c'est à travers d'autres gens de la pensée du XVIIe siècle, Gassendi et autres, les épicuriens, comme on dira, les libertins aussi, comme on dira, c'est tout ce mouvement d'idées qui amène à lâcher ce qui était le monde culturel sur lequel avaient vécu les hommes jusque-là, ce monde culturel hérité en grande partie de l'Antiquité, ce monde culturel où, justement, on n'est plus désormais au géocentrisme, mais à l'héliocentrisme. Alors, lorsque Kant dit que Galilée a bien opéré une révolution scientifique, nous sommes bien obligés de dire que c'est là véritablement un des grands moments de l'histoire de l'humanité et que le procès qui lui a été fait a été un procès où justement les idées philosophiques, scientifiques du temps sont venues se heurter avec celles que l'Église avait jusque-là imposées à travers les fidèles, et cela depuis des siècles. Et puis, ce que nous pouvons dire maintenant, vous savez que récemment, nous avons eu un pape, et un pape qui, Dieu sait, béatifié à tour de bras, Jean-Paul II. Nous en avons des bienheureux et des saints maintenant avec Jean-Paul II, puis l'actuel continue le mouvement. Alors, ce que nous pouvons dire tout de même, c'est que Jean-Paul II a essayé de réhabiliter l'idée. Mais le mouvement n'est pas venu de lui. Le mouvement de réhabilitation de Galilée dans l'Église, il débute au Concile de Vatican II. C'est à travers le Concile de Vatican II qu'un certain nombre de penseurs, et parmi ces penseurs, il y en a qui étaient déjà là avant le Concile de Vatican, et je pense particulièrement au père Teilhard de Chardin, qui lui a exposé un système d'organisation du monde que l'Église a eu beaucoup de mal à accepter, car le père Teilhard de Chardin a eu beaucoup de mal avec ses supérieurs et avec la curie vaticane. Mais lorsque un penseur catholique est un peu trop en avant, immédiatement il rencontre l'hostilité du Vatican. Mais tout de même, nous sommes arrivés maintenant à mieux saisir ce qui a fait apparaître d'abord la modernité des idées scientifiques de Galilée, comme nous sommes mieux amenés à comprendre pourquoi l'Église, car il ne faut tout de même pas la condamner totalement, cette Église. Je suis pratiquant, hein, rassurez-vous. Hein, même si je dis des choses brutales vis-à-vis de l'Église, je vais à la messe. Mais disons tout de même que cette Église, elle a eu, à travers le choc de Galilée, elle a été amenée tout de même à repenser le système d'explication du monde. Elle a été amenée à revoir lentement, péniblement, ses positions anciennes. Mais il faudra attendre tout de même des siècles pour que soit admis complètement la philosophie scientifique de Galilée, comme d'ailleurs de la plupart des libertins du XVIIe siècle. Merci. Nous donnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Assurez-moi, Lucien!